travaille sur l'éducation, comme par exemple cette plateforme, ici c'est l'Académie pour la paix au féminin, c'est une plateforme avec des petits événements comme ça. Bon, bien sûr, quand c'est en présentiel, c'est plus sympathique, on se rencontre en présentiel. Et pour aider justement la femme dans tous ses métiers, parce qu'on est vraiment multitâches, nous les femmes, on a beaucoup de métiers dans l'éducation. La réconciliation, donc il y a ces fameux ponts de la paix où la FFPM invite, bon alors maintenant à cause du Covid c'est un peu difficile, mais où la fédération invite des personnes, par exemple des Françaises et des Allemandes, à être jumelées, et ça permet de restaurer les blessures du passé de cette manière. Et puis, la FFPM a énormément de projets humanitaires dans le monde. Par exemple, en Afrique, il y a beaucoup d'écoles. Moi, j'ai visité avec mon association l'école de couture qui s'appelle Jomon au Sénégal. Et donc, il y a beaucoup de projets comme ça dans le monde. Et ce qui est bien dans cette fédération, c'est qu'elle rassemble toutes sortes de femmes de toutes les traditions, ethniques, religieuses, culturelles. Et en fait, elle rassemble toutes les femmes de bonne volonté qui veulent vraiment travailler pour la paix. Moi, c'est vraiment ça qui me touche. C'est pour ça que je suis membre. Et aussi, je dois dire que bon, moi, je suis Bénédicte Suzuki. J'ai fondé Femmes au secours de la paix, qui est une association de loi de 1901 aussi. Et après les attentats de Charlie Hebdo en France, j'ai voulu vraiment travailler avec les femmes. Et je dois dire que la Fédération des femmes nous a beaucoup aidés à FSP pour nos projets au Sénégal. Je vois qu'il y a Deleila qui est là, qui est directrice de l'école Yonante Mam Ibrahima que nous soutenons. Et même Brigitte, qui est présidente de la Fédération des femmes ici en France, parraine un enfant là-bas depuis le début, hein, Brigitte. Voilà, donc aussi quand nous avons fait une commémoration pour les victimes du terrorisme, la Fédération des femmes a répondu présent pour créer un Dzamba Zulu, c'est-à-dire c'est une couronne de 1000 grues. Et il y avait même, je vois ici Isako, l'association japonaise, qui avait fait aussi un Dzamba Zulu, qui avait été offert aux victimes du Bataclan. Donc, on a créé un partenariat avec la FFPM et je suis vraiment fière d'être membre de cet organisme. Voilà. Donc, tout ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est aussi que la Fédération des femmes, en fait, travaille beaucoup avec l'ONU et depuis 1997, elle est dotée d'un statut consultatif général auprès du Conseil économique et social de l'ONU. Il faut dire qu'autour de l'ONU, il y a plus de 3000 NGO et qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont ce statut spécifique. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des conférences à l'ONU, ils vont demander conseil à la FFPM. Voilà. Maintenant, c'est un grand plaisir pour moi de présenter notre speaker d'aujourd'hui. C'est Laura, que j'ai découvert sur Spotify l'année dernière, parce que quand je vais à mon travail, je mets mes écouteurs sur mon vélo et j'aime beaucoup écouter les podcasts de développement personnel. Donc, j'ai découvert comme ça, grâce à sa présence sur Spotify, Madame Fauché, ça m'a intrigué ce nom. Et comme je galère un peu avec l'argent, je me suis dit, oh là là, mais ça, c'est providentiel. Et l'année dernière, Laura faisait un calendrier de l'Avent, c'est-à-dire qu'elle avait pris un gros défi. Tous les jours, jusqu'à Noël, elle nous faisait un podcast. Et en fait, elle lit beaucoup de livres et en fait, elle nous les explique en français. Et je trouve que ça, c'est magnifique parce que beaucoup de personnes ne sont pas anglophones. Donc, j'ai découvert ce podcast que Laura avait fait sur enseigner l'argent aux enfants et j'ai trouvé ça formidable. Et je me suis dit, mince, si j'avais pu écouter ce podcast quand mes enfants étaient petits. Alors, j'ai bien essayé des méthodes, mais cette méthode, c'est pour ça que je me suis dit,
ça serait sympathique d'avoir Laura, d'inviter Laura dans notre groupe pour qu'elle puisse expliquer cette méthode. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi et je suis très, très reconnaissante qu'elle ait accepté notre invitation. Nous ne nous connaissons pas vraiment, puisqu'on ne s'est jamais vraiment rencontrés. Voilà, et bien, donc, je vais laisser la parole à Laura. Et voilà, merci beaucoup, Laura. À toi maintenant. Bon, donc bonjour à toutes. Merci Bénédicte du coup de m'avoir invitée ici. C'est vraiment une très belle expérience pour l'instant pour moi. Et puis c'est vraiment un honneur de pouvoir discuter avec vous toutes. Merci d'avoir pris un petit peu de votre temps pour vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Merci d'avoir pris un petit peu votre temps pour qu'on ait pu voilà, échanger, discuter. Alors, juste, je me vois en grand, je vais essayer de trouver un moyen de vous voir toutes. Et sinon, c'est pas drôle. Voilà, super. Donc, merci beaucoup Bénédicte, merci beaucoup Brigitte. Voilà, je suis sûre qu'on va passer un super moment. Donc, pour me présenter rapidement, moi, c'est Laura. Donc, j'ai créé le podcast Madame Fauché en septembre dernier, à la suite d'aventures professionnelles un petit peu, je dirais pas chaotiques, mais sinueuses, on va dire. Et du coup, voilà, je me suis rendu compte à un moment donné de ma vie que donc, j'ai 26 ans maintenant et je me suis rendu compte qu'on avait besoin d'argent pour faire plein de choses dans la vie et que je n'avais pas forcément appris à le gérer. J'ai jamais trop eu de problème pour le gagner parce que j'ai toujours aimé voilà, travailler et tout ça. Voilà, j'ai toujours travaillé à partir de mes 17 ans. Par contre, pour le garder, c'était un petit peu plus compliqué. Pour bien le gérer aussi, donc je me suis retrouvée des fois dans des situations voilà, un petit peu compliquées. Mais voilà, et du coup, c'est en Nouvelle-Zélande, quand j'ai vécu un an là-bas, où je me suis intéressée au sujet de l'argent. J'ai lu mon premier livre sur l'argent. Et du coup, pour moi, ça a été une révélation. En fait, je me suis passionnée du sujet. Donc oui, je suis jeune, j'ai peu d'expérience dans la vie déjà, et, mais j'aime beaucoup me renseigner sur le sujet, j'aime beaucoup tester. Et donc notamment sur le sujet de l'enseignement sur l'argent aux enfants. Donc déjà, j'ai commencé à regarder moi comment organiser tout ça. Donc j'ai des méthodes, etc. Donc, dont je parle sur mon podcast. Et du coup, pour le sujet pour lequel vous êtes là, pour les enfants, moi, en fait, c'est une méthode qui vient du livre de Scott Pape. Donc, c'est un monsieur qui est très, très connu là où moi j'habitais à ce moment-là, en Nouvelle-Zélande. C'est un Australien qui est conseiller financier, qui a 2 livres qui sont des best-sellers. Il a changé la vie de nombreuses personnes. Et c'est ce livre-là, en fait, qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur l'argent. Surtout, ça m'a fait me rendre compte, en fait, que l'argent, c'est quelque chose qui peut être simple, fun à gérer et qui peut être rapide et pratique. Voilà. Donc, c'est assez paradoxal parce que je n'ai pas d'enfant. Donc, je pense que vous avez plus d'expérience que moi avec les enfants. Donc, même si j'ai été fille au père pendant un an, du coup, en Nouvelle-Zélande, je ne suis pas maman. Mais voilà, je fais confiance en la réputation de Scott Pape qui, lui, a testé cette technique que je vais vous présenter, du coup et qui a beaucoup de retours de la part d'Australiens, de Néo-Zélandais. Et puis, bah, j'essaie un petit peu de faire venir sa méthode en France parce que je la trouve juste géniale. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas si pendant la présentation, voilà, je suis en train de voir, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Et puis après, je pense qu'on prendra un petit temps, du coup, si vous avez des questions, voilà, ou voilà, des choses comme ça. Alors, juste, est-ce que vous pouvez me rappeler de quel pays on a aujourd'hui? Donc, Sénégal, on a dit, donc France aussi. Il y a le Japon, Japon, ok. Il y a l'Italie. l'Amérique aussi. Ok, d'accord. Et Ok, l'Italie. super. Voilà. L'Italie. Ok, d'accord. Donc moi, là, ce que je vais expliquer, c'est la méthode que j'ai essayé de mettre en place pour la France parce que les systèmes financiers sont très, très différents d'un pays à l'autre.
notamment les modèles anglo-saxons et les modèles européens. Donc voilà, j'ai essayé d'adapter au maximum. Donc si vous avez des questions aussi par rapport à ça, n'hésitez pas. Et puis, du coup, on va commencer. Je vais vous partager mon écran. Hop, je vais essayer de garder un œil du coup sur le chat en même temps. Et puis, si jamais, n'hésitez pas à mettre votre micro et à venir discuter. Alors, hop, alors, il faut que je vous voie. Voilà. Ok, super. Donc, je vous vois. Je n'ai pas les commentaires. Je vais essayer de les prendre avec moi. Alors, je n'ai pas les commentaires, donc n'hésitez pas à mettre le micro si vous avez des questions. Et j'essaierai de faire un petit saut dans les commentaires régulièrement. Voilà. Sinon, ce n'est pas grave, Laura, parce qu'on va faire les questions après ton intervention. Comme ok, d'accord. Et moi, j'ai d'autres questions et on pourra te poser les questions. Ok, bah super, parfait. Ok, très bien. Donc voilà, donc, la méthode de Scott Pape, c'est quelqu'un en fait qui est très, comment dire, il est très impliqué dans les associations. Donc en fait, il avait un programme qui était payant et pour aider beaucoup plus de monde et pour pouvoir intervenir dans les écoles, etc. Il a décidé de fermer son business et de créer une association à but non lucratif. Donc maintenant, en fait, il fait que du conseil à toutes les personnes qui en ont besoin, en fait. Et son objectif, c'est de faire en sorte que les enfants et les adultes aussi, mais qu'on grandisse en fait avec les bonnes techniques financières et qu'on ait quelque chose qui soit simple à utiliser. Alors, hop. Alors, du coup, pourquoi c'est important quand on est jeune d'apprendre l'argent? Je pense que voilà, vous êtes toutes ou tous un petit peu sensibles à ce sujet-là et dans tous les cas, on est tous confrontés à ça très, très souvent dans notre vie, parce que l'argent, c'est présent tout le temps. Et en fait, moi, c'était un petit peu ce que j'ai vécu quand j'ai commencé dans la vie active. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de croyances, des choses qui m'arrêtaient. Je ne savais pas gérer. J'ai découvert qu'on pouvait mettre de côté et que c'était quelque chose que tout le monde faisait quand j'avais 21 ans et que j'ai un ami qui avait absolument la même paye que moi et qui travaille depuis absolument autant longtemps que moi. Quand il m'avait dit qu'il avait épargné 6 000 euros et que moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, de mon argent, en fait? Donc voilà, c'est important et plus c'est pris tôt, mieux c'est. Et on sait tous que quand on est enfant, on automatise beaucoup plus et puis on intègre les choses pour pouvoir être à l'aise à le faire plus tard. Donc là, vous voyez, je vous ai mis l'exemple des femmes qui gagnent en moyenne 18% de moins que les hommes. Là, le système que Scott Pape préconise, c'est un système qui est ultra égalitaire. Donc là, déjà, au moins, ça permet de commencer sur de bonnes bases. Et voilà aussi, on peut répéter les erreurs de nos parents. Donc ça, c'est pareil. Moi, je le dis souvent, c'est que je blâme pas du tout mes parents parce que mes parents, eux, ils ont leur passé, ils viennent d'un endroit, ils sont allés à un autre et qu'ils n'ont pas eu toutes les clés. La société n'a pas non plus forcément à cœur de nous enseigner l'argent. Pour moi, ça devrait être une matière scolaire, gérer son argent, la vie, quoi, l'administratif, tout ça, ça devrait être quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. Mais voilà, donc j'essaie de le faire en plus, voilà. Du coup, on va commencer. Alors, la méthode de Scott Pape pour les enfants, elle est ultra simple et c'est ce qu'il essaie de dire, c'est que plus la méthode est simple, autant pour les parents ou les grands-parents, du coup, qui peuvent tout autant faire ça avec leurs petits-enfants, plus c'est simple, plus ça sera sympa à faire et plus ça se tiendra dans la durée, aussi pour les enfants. Du coup, j'imagine que, donc j'en avais parlé un petit peu avec Bénédicte, elle m'avait dit qu'elle avait aussi essayé des méthodes pour enseigner ça à ses enfants et qu'il y a des choses qui deviennent un petit peu vite compliquées. On se retrouve avec des tableaux avec 800 cases, est-ce que j'ai fait ça ce jour-là, etc. Et ça devient un petit peu lourd en fait dans la semaine, autant pour les enfants que pour les parents. Donc, du coup, ça a un petit peu
on a un petit peu l'impression que c'est une corvée alors que ça peut être fun. Donc du coup, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut qu'on utilise une règle de 3. Donc on utilise 3 pots, 3 jobs, donc 3 petites tâches, et qu'on gère ça en 3 minutes. Donc comme ça, là, comme ça, là, ça vend du rêve, mais je peux vous dire que c'est le cas. Alors du coup, qu'est-ce que c'est les 3 pots? Donc l'objectif, en fait, c'est de se baser sur l'argent de poche et de le répartir en 3 pots. Donc l'argent de poche, c'est super bien, sauf que si on le donne juste comme ça, il y a la moitié du travail qui est fait, parce qu'il faut faire assimiler le côté on reçoit de l'argent en l'échange du travail, comme dans la vraie vie en fait. Et donc, l'objectif est de permettre aux enfants de s'organiser entre 3 paniers en fait. Donc, c'est la version ultra simple de ce que lui préconise pour les adultes, c'est de répartir notre argent en paniers. Et là, les enfants vont voir visuellement. Donc, il y aura un pot fun, un pot économie et un pot don. Donc, le pot fun, c'est voilà, pour si les enfants ont envie de s'acheter des bonbons, s'ils ont envie de s'acheter voilà, tout ce qu'ils veulent. Économie, c'est tout ce qui peut leur faire plaisir, mais à long terme. Donc, ça permet de déjà commencer à leur enseigner d'économiser, de se dire, ah bah là, moi, dans quelques temps, j'aimerais bien faire ça. Donc, il faut que je garde l'argent. Donc là, il va falloir que je gère bien. Et puis le côté don, parce que voilà, le don aussi c'est important et que on apprend du coup depuis tout petit à on reçoit, mais on redonne. Voilà. Et donc chaque pot a son rôle. Il y a une règle principale, c'est que les enfants, quand ils reçoivent leur argent de poche, ils peuvent répartir comme ils veulent, mais vraiment comme ils veulent l'argent. Le plus important, c'est que chaque pot reçoive de l'argent. Voilà. Et donc après, c'est à eux de gérer. Ils vont se tromper, ils vont réessayer, ils vont économiser. Et puis, ça sera un super moment de les voir, eux, réfléchir à gérer, se dire bah, comment est-ce que je vais faire ça, où est-ce que je vais mettre mon argent, tout ça. Donc voilà. Donc ça peut être ça peut être fun aussi. Vous pouvez prendre les pots et dire bon bah aujourd'hui on va faire tes pots. Vous pouvez prendre plein de choses pour les customiser. Ça peut être un moment super fun en fait. Donc voilà, vous voyez qu'il y a plein de choses à faire avec ça et que déjà on commence par la gestion avec des choses fun. Voilà. Et aussi ça permet de voir visuellement l'argent. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais bah, moi en tant que fille au père, j'ai eu l'expérience où les enfants en fait ont l'impression que les parents ont une carte magique qu'ils ont juste à mettre dans le lecteur et qui permet d'avoir tout ce qu'on veut. Mais du coup, c'est très virtuel, donc ça permet vraiment de matérialiser dans la vie réelle l'argent. Voilà, chose qui est de moins en moins le cas. Mais voilà, on commence en matérialisant, en voyant, en touchant, en expérimentant. OK. Alors, du coup, les 3 jobs. Donc, on a les 3 pots et maintenant, c'est les 3 jobs. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'avoir des tâches qui sont simples et qui sont simples à comptabiliser, entre guillemets. En fait, il faut qu'en une semaine, l'enfant ait fait 3 tâches qu'on lui a données au début ou que lui a choisies. Comme ça, c'est simple. Est-ce que tu as fait les 3 tâches ou pas? Vous n'avez pas à... On va regarder après, il y a un petit tableau qui est à disposition où vous pourrez noter, etc., les tâches. Et donc, c'est hyper simple. Est-ce que ces 3 tâches sont faites là? Si elles sont faites, il reçoit l'argent. Et si elles ne sont pas faites, eh ben, il faut le faire. Voilà, c'est ça. Donc, et donc là, on a directement en fait, le lien entre le travail et l'argent. Donc là, je vous ai mis des exemples de tâches à faire. Hein. Bien évidemment, elles sont adaptées en fonction des enfants. Donc après, c'est vous qui connaissez les enfants, les petits-enfants, donc qui pouvez voir ce qui peut leur plaire, ce qui peut être adapté pour eux. Là, par exemple, jusqu'à 7 ans, aider à ranger les courses, ranger la chambre pour le début de la semaine. Et en fait, il y a une particularité, c'est qu'à partir de 15 ans, donc là, c'est là que je vous dis qu'il y a des choses à adapter par rapport au système australien. On sait qu'en France, c'est compliqué de trouver un travail à 15 ans. Moi, j'avais commencé à travailler à partir de 17 ans, mais c'était quelqu'un que je connaissais, etc. Donc voilà, c'est à partir de cet âge-là, 15, 16, 17 ans, qu'on va commencer à dire aux enfants, du coup, bon, ben, là, tu as eu ton argent de poche jusqu'à maintenant.
ton objectif, maintenant, ça va être de trouver un petit boulot. Donc, pendant que tu cherches, pendant que tu cherches, on va continuer à te donner ton argent de poche. Mais dès que tu as ton boulot, on ne te donnera plus d'argent de poche. Et dans tous les cas, cet argent de poche-là, tu n'en auras plus rien à faire parce que tu vas te faire beaucoup plus d'argent avec ton petit boulot. Et là, ça lui permettra de commencer à rentrer un petit peu dans la vie active et de gérer encore un peu plus d'argent, d'y aller tranquillement et pas à pas. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont adaptées, bien évidemment. Mais en tout cas, de l'expérience de Scott Pape et de toutes les personnes qui l'ont fait, ça fonctionne super bien. Voilà. Et au moins, les enfants feront les choses de bon cœur parce qu'ils se diront, à la fin, j'ai de l'argent, quoi. Et puis, du coup, la dernière chose qui est les 3 minutes. Donc, c'est une gestion qui va se faire en 3 minutes. Je vous parlais tout à l'heure du tableau. Donc, ça peut être un exemple de tableau que vous pouvez faire. Le job 1, le job 2, le job 3, les 3 tâches, la semaine. Et chaque fois que c'est fait, le petit peut cocher. C'est ultra simple. Et à la fin de la semaine, est-ce que c'est tout coché? Oui ou non? Et vous pouvez voir directement. Donc, en fait, ça se répartit du coup en 3 minutes. Donc, la première minute, on regarde si tout le monde a fait ses tâches. Deuxième minute, là, c'est jour de paye. Donc, du coup, on donne l'argent. Et puis, troisième minute, c'est là où vous régalez, vous regardez les enfants, les petits-enfants répartir leur argent dans leur petit pot de confiture. Voilà, donc là, par exemple, vous voyez sur le tableau, donc ça, c'est le tableau qu'a fait Scott Pape, donc il dit aussi qu'il y a un petit cadre où on peut mettre j'économise pour, et là, qu'ils puissent mettre leur objectif. Donc ça, c'est bien aussi, ça permet de commencer à se projeter, à se dire, pourquoi est-ce que je vais économiser, etc. Et ça, c'est des choses, des automatismes qu'ils auront beaucoup plus facilement en étant adultes. Voilà. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui peut être fait pendant un repas qui est instauré chaque semaine. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il met en place le Money Meal. Et en fait, c'est le repas de l'argent où chaque enfant va du coup participer et que c'est jour de paye. Donc tout le monde participe et puis à la fin, on reçoit notre argent, quoi. Donc c'est une tradition qu'il a installée, lui, dans sa famille, que d'autres familles ont installée. Et du coup, ça se passe super bien. Après, eux, c'est important pour eux d'instaurer des traditions autour des repas, parce que d'expérience, par exemple en Nouvelle-Zélande, et je sais que c'est le cas aussi en Australie, au Royaume-Uni par exemple, le repas, il est beaucoup moins sacré qu'en France, où en France, d'une façon générale, c'est des généralités, on se rejoint tous autour de la table, le repas du midi est important, voilà. Alors que, par exemple, moi, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, le repas, c'était tout le monde mange un petit peu sur le pouce, tout le monde est un petit peu plus flexible au moment où on mange, etc. Donc là, pour eux, c'est important de mettre en place un repas où tout le monde mange ensemble, voilà, un par semaine. Moi, par exemple, dans ma famille, on mange tous les jours à midi ensemble et même le soir. Donc voilà, après, c'est adapté en fonction des familles, en fonction de tout ça. Ce qui est bien, c'est que c'est une base en fait et que chacun utilise comme il le souhaite avec ses enfants ou ses petits-enfants. Ok, alors du coup, vous devez vous demander donc combien est-ce qu'il faudrait donner dans l'idéal. Donc ça, c'est pareil, c'est aux personnes de voir, c'est vous qui voyez. Donc lui, il se base sur $1 par semaine par année d'âge. Donc un enfant qui a 7 ans, il recevra $7 par semaine. Alors, du coup, en euros, ça fait 60 centimes à peu près. Donc après, c'est vous qui décidez. C'est vrai que 60 centimes, c'est peut-être un petit peu compliqué à trouver à chaque fois au niveau de la pointe. Donc vous pouvez vous dire soit 50 centimes, soit 1 euro. L'essentiel, c'est que ça soit juste pour tout le monde, qu'à chaque fois que l'enfant prenne une année, du coup, qu'il ait une petite augmentation. Ça, c'est pareil, ça fait un petit peu écho à l'évolution en entreprise ou quand on crée son entreprise, etc. Ça permet de voir qu'au fur et à mesure, sur le long terme, on travaille et puis on commence à gagner plus, quoi. Donc voilà, ça c'est chacun voit comme il préfère faire. Ensuite, du coup, là on a terminé sur la partie vraiment la base, les fondamentaux en fait de ce qu'ils préconisent. Donc moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'utilise pas au quotidien, mais juste, je sais que quand j'aurai des enfants, je suis prête à le mettre en place, quoi. Donc voilà.
Et après, il y a plusieurs autres gros conseils en fait qu'il donne aux parents. Et il dit du coup, faites en sorte que quand votre enfant a 18 ans et qu'il part de la maison, il ait acquis ces choses-là. Donc on va avoir 9 choses du coup. La première chose, c'est d'avoir ouvert un compte bancaire à haut taux d'intérêt. Donc c'est un livret épargne, alors que ça soit un livret ou pas. L'essentiel, en fait, c'est déjà d'avoir un livret sur un compte en banque. Donc, soit vous avez un compte courant et vous voulez ouvrir un compte épargne pour votre enfant, et du coup, c'est vous qui ferez les virements dessus. Quand il dit haut taux d'intérêt, donc, c'est peut-être pas le livret A, c'est peut-être pas le livret développement durable, etc. Parce que ça, c'est des livrets qui permettent de perdre moins de valeur que quand notre argent est sur le compte courant. Mais par contre, ils ne permettent pas forcément d'en gagner. Des comptes avec des plus hauts taux d'intérêt, c'est des livrets épargne qui ne sont pas réglementés par l'État, qui ont des meilleurs taux d'intérêt. Donc, par exemple, comme l'assurance vie, vous avez aussi des livrets qui sont que chaque banque a, ou alors aussi vous avez même des investissements en bourse qui sont, après ça dépend comment vous souhaitez le faire, mais qui sont très sécurisés, qui ont moins de rendement, mais toujours plus qu'un livret épargne. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais par exemple, une assurance vie, c'est très convenable pour ça. Voilà. Après, l'objectif aussi, c'est d'avoir expérimenté la seconde main. Donc aujourd'hui, on est de plus en plus dans une société où tout s'achète et se jette très rapidement. Donc là aussi, l'essentiel, c'est d'enseigner que tout a une valeur. C'est pas parce que quelque chose a un petit peu d'âge qu'il est à jeter, etc. Donc par exemple, maintenant, Vinted, c'est un petit peu la révolution. Donc, voilà, avant 18 ans, on peut utiliser Vinted, revendre ses jeux vidéo, on peut revendre beaucoup de choses. Ou alors même, bon, bah, quand on aura la permission de le faire dans des brocantes, etc. Et l'essentiel, du coup, c'est d'apprendre un petit peu la valeur des choses matérielles et de se dire, bah, ça a de la valeur, en fait. C'est pas, je veux pas le dernier truc. Parce qu'il est mieux, parce qu'il est plus à la mode, etc. C'est de donner cette valeur-là des choses. Alors, ensuite, faire du bénévolat. Donc ça va aussi avec les dons. Donc ça peut être, voilà, ça peut être dans plein de domaines. Aujourd'hui, on a plein d'associations, hein, voilà. Donc dans des domaines qui eux les intéressent, peut-être aussi ça peut faire naître des vocations, etc. Après, il y a un petit conseil qui est assez sympa et qui aussi m'a fait apprendre moi quelque chose sur moi, c'est de faire économiser de l'argent sur les factures. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. Lui, ce qu'il explique, c'est que on peut tous économiser de l'argent sur nos factures, par exemple factures de téléphone, électricité, etc. Donc ça se fait si vous pouvez appeler chaque début d'année, dire bon ben j'ai trouvé moins cher à tel endroit, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Voilà, d'apprendre en fait à négocier et du coup vos enfants ou vos petits-enfants, en vous voyant le faire, ils vont comprendre que c'est possible, que c'est faisable. Ça, par exemple, ça se fait très bien dans les assurances. Vous pouvez aller demander des devis dans d'autres assurances, dans d'autres compagnies d'assurance, et après aller négocier des prix chaque année, puisque chaque année, les prix augmentent. Et puis après, leur dire, tiens, maintenant tu es grand, je te passe le téléphone, je fais le numéro, et puis tu vas montrer comment tu nous fais économiser de l'argent sur nos factures d'électricité, par exemple. Donc voilà, ça c'est assez sympa. J'ai trouvé que c'était assez cool à faire. Ensuite, là, quelque chose de super important, c'est de faire la promesse de ne jamais prendre un crédit conso. Donc voilà, on peut en avoir fait des crédits conso, c'est normal et dans un sens, c'est très facile d'accès. Aujourd'hui, c'est un petit peu, vous savez, par exemple en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, on a les cartes de crédit où voilà, on achète, on n'a pas encore l'argent sur la carte et après, on reçoit les factures. En France, c'est un petit peu, les crédits conso, c'est un petit peu le même fonctionnement et c'est un petit peu là où c'est compliqué parce que c'est facile à avoir. Par exemple, si on veut acheter un canapé et qu'on n'a pas forcément l'argent, on a des prêts qui sont faits très facilement. Donc, moi, je juge personne, je ne blâme personne. Voilà,
chacun a fait son chemin et chacun a fait comme il peut et comme il voulait. Mais voilà, c'est vrai que les prêts conso coûtent beaucoup d'intérêt et que voilà, l'objectif, c'est d'économiser au maximum avant de pouvoir acheter quelque chose. Bien évidemment, une maison, c'est un petit peu compliqué d'avoir les centaines de milliers d'euros sur son compte avant de l'acheter. Hein, donc, il y a plusieurs niveaux. Mais ça, par exemple, c'est de dire à son enfant, bah, si tu veux quelque chose à long terme, dis-toi que tu économises avant. Justement, tes paniers, ta gestion par panier te permet d'économiser facilement et de le faire sans trop t'en rendre compte. Donc, évite au maximum. Voilà. Donc, moi, quand j'ai appris ça, c'est pareil, je me suis fait la promesse de ne jamais prendre de crédit conso. Après, aussi, on a les crédits à taux zéro, donc qui sont aussi très accessibles. J'essaye de ne même pas y penser, par exemple, quand je veux quelque chose ou quoi. Parce que même si ça ne coûte rien, entre guillemets, d'emprunter, aujourd'hui, on se dit, ah, ça ne fera que tant de mensualités par mois. Sauf que peut-être dans 2-3 ans, cette chose-là qu'on a achetée avec un prêt ne fonctionnera plus, par exemple, on ne l'aura plus, mais on sera encore en train de rembourser. Et c'est là qu'on paye le coût de ce prêt, parce qu'on payera encore quelque chose qu'on n'a même plus. Voilà. Ensuite, du coup, d'avoir un petit boulot le plus tôt possible. Donc ça, c'est déjà mis en place avec la méthode. Et se dire, voilà, si tu veux travailler, si tu veux faire de l'argent, essaye de trouver des choses. Même si, bon, il y a des choses, on ne peut pas forcément toujours avoir un contrat, mais du babysitting, aller promener les chiens des voisins, voilà. En plus, les jeunes, quand ils veulent vraiment quelque chose, ils ont tellement de ressources. Donc, je suis sûre qu'ils peuvent trouver des idées pour pouvoir se faire de l'argent. Voilà. Et ensuite, on a donc avoir obtenu du coup une très bonne référence d'un patron. Donc, du coup, ça sera un petit peu mené par le fait d'avoir eu un petit boulot. Donc, ça les aidera pour après postuler pour d'autres jobs, etc. Ça permet d'avoir un très bon départ, quoi. Et puis, le prochain, qui est de savoir cuisiner au moins 2 plats sains et peu coûteux. Je témoigne d'expérience. Quand je suis arrivée avec mon appartement en tant qu'étudiante, je ne faisais que des steak pâtes. Donc, ou alors, je prenais à emporter, chose qui était très compliquée pour mon budget, du coup. Hein. Et c'est ça qui m'a menée à aussi avoir le nom de Madame Fauché. Donc, le fait d'apprendre à cuisiner des choses simples et assez saines, c'est de pouvoir se dire, bon, ben, je sais cuisiner, j'ai pas besoin d'acheter tout le temps de la nourriture dehors, donc je peux économiser de l'argent et je ne dépenserai pas dans des choses qui ne seront plus là demain. Et puis, donc, dernier conseil de Scott Pape, c'est d'avoir déjà commencé à économiser pour un apport pour l'achat d'une maison. Donc, voilà, on sait que l'achat d'une maison, ça, c'est important pour ce que Scott Pape donne. Mais par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie, c'est pas forcément le rêve d'avoir une maison. Et chacun a ses rêves, chacun a ses ambitions, voilà. Mais ça, voilà, si la personne sait qu'elle veut une maison plus tard, à elle, et ben, ça sera d'avoir déjà commencé à économiser de l'argent pour ça, chose qui sera peut-être faite dans le livret épargne à haut taux d'intérêt. Voilà. Hop. Donc, bah, écoutez, merci de m'avoir écouté. Et puis, je pense qu'on peut démarrer les questions si vous en avez. Hop. Alors, ouais, je vois donc je suis en train de regarder les questions sur ce serait un montant en moyenne de combien? Je pense que l'âge de l'enfant. Voilà, bah, c'est exactement ça. Oui. Tu veux les lire, Bénédicte, les questions? En fait, j'ai des questions à poser à Laura, que j'ai eu d'autres personnes, mais je pense que tout le monde peut plus ou moins avoir ces questions-là. Oui, on peut ouvrir les micros. Moi, je vais poser ma question personnellement. D'accord. Comme j'avais expliqué, j'avais suivi une méthode de Linda et Richard R., qui sont un couple qui a 9 enfants. Et eux, ils avaient une méthode, mais qui était assez compliquée, où en fait, l'enfant devait tous les jours mettre des pegs. Il avait 4 choses à faire par jour. Et c'était très difficile. Après, on avait une banque, enfin, c'était très compliqué. Donc, j'ai essayé, puis après, j'ai laissé tomber.
Mais pour cette méthode de Scott Peck, je me disais, si on a un jeune, parce que moi j'ai mon dernier fils qui a 16 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ne peut plus lui parler des pots de confiture. Ah bah oui, oui, oui. Alors, c'est sûr que les pots de confiture, bon, en plus, surtout si c'est quand on va commencer la méthode, donc déjà, est-ce qu'il a un portefeuille, un porte-monnaie à lui? Oui. Oui. Alors, soit vous décidez de commencer directement à faire la gestion avec les comptes en banque, en ouvrant un compte courant pour ses dépenses journalières, un compte courant pour ses dépenses, enfin, journalières, c'est plaisir, etc. Un livret pour ce qu'il souhaite économiser, et puis qui décide combien est-ce qu'il va donner par mois à qui. Voilà. Soit, en fait, si vous voulez pas faire des pots de confiture, voilà, ça peut être, je sais pas, des petites boîtes, des choses qui lui ressemblent un peu plus. Si vous souhaitez lui donner l'argent en liquide, ça peut très bien être quelque chose qui peut fonctionner. Après, l'objectif, c'est vraiment de l'adapter à votre enfant, du coup. Donc, soit vous pouvez faire toujours en liquide avec d'autres systèmes de panier, soit vous pouvez décider directement de commencer sur les comptes en banque, en fait. Mais l'avantage du matériel, c'est qu'il va commencer vraiment à voir. Et dès qu'il a son petit boulot, là, il a un compte en banque d'ouvert. Ok. Et ce que tu veux dire, c'est que, parce qu'en fait, maintenant, il a 16 ans, mais je veux dire, c'est vrai que c'est pas évident de trouver un travail là maintenant avec le Covid et tout ça, quoi. C'est ça qui est dommage. Parce que Je comprends. l'idéal, ça serait qu'il puisse commencer par un petit boulot maintenant, quoi. À son âge. Ouais. Bah, si, après, il ne perd rien à essayer de trouver quelque chose, à mettre des annonces. Surtout, en fait, là, on est dans une période où ça peut être compliqué pour certains domaines financièrement, mais par contre, ça peut être une super opportunité dans d'autres domaines. Par exemple, le domaine du web, il est en train d'exploser parce que tout le monde est chez soi. Donc après, il y a peut-être des choses à faire dans ce sens-là. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'aide, des personnes âgées qui ont besoin qu'on aille leur faire leurs courses parce que du coup, leur famille est trop loin, elle peut pas. Je sais pas, je dis ça des exemples, mais il peut peut-être essayer de se dire de quoi on a besoin, surtout maintenant. Maintenant, de quoi on a besoin. Donc, où est-ce qu'il peut avoir des opportunités? Mais il perd rien à regarder. Et pendant qu'il cherche, du coup, de continuer à lui donner de l'argent de poche. Et qu'après, il gère. Et dès qu'il a son petit boulot, ben, il peut avoir son compte en banque. Je ne sais pas si vous lui donnez déjà de l'argent de poche. Parfois, pas tout le temps. D'accord, oui. Bah voilà, ça peut être un bon départ, même si pour l'instant, il n'a pas de petit boulot. Vous pouvez commencer comme ça, de façon matérielle, et lui dire, bah, quand tu as ton petit job, là, tu te feras plus d'argent. C'est ça, en fait, qui va les motiver. C'est de se dire, ah, bah là, tu vas avoir plus d'argent. Là, ce que je te donne, c'est rien comparé à ce que tu peux gagner avec ton travail. Ok, merci Laura. Je vois qu'il y a Noélie qui a posé une question, mais avant de répondre à cette question, Noélie, elle demandait, elle aurait aimé savoir un exemple de gestion autre que celui de la France. Peut-être que tout à l'heure, on va en parler, pas tout de suite, parce que je voudrais te poser d'autres questions, d'autres personnes. Donc, une personne qui a dit, est-ce que l'enfant n'est-il pas trop jeune pour parler d'argent et de budget familial? Est-ce que en lui parlant d'argent, on ne lui enlève pas son insouciance? Voilà la question qu'on m'a donnée. Ok. Alors, je comprends très bien cette question. Par contre, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour entendre parler d'argent parce que justement, l'objectif, c'est euh, de rendre l'argent beaucoup moins tabou. L'argent, c'est quelque chose qui est dans notre quotidien, en fait. Donc, pour moi, se dire, faut pas qu'on parle d'argent, c'est comme si se dire que une maison n'existe pas ou je sais pas. En fait, c'est quelque chose qui est là dans notre quotidien. Donc, c'est obligé qu'on en parle, en fait. Parce que c'est en fait, on l'utilise. Donc,
c'est comme si, enfin, je sais pas, c'est trop présent dans la vie pour pas en parler en fait. Après, bien sûr, si le petit il a 6 mois, ça sert à rien de lui en parler, bien évidemment. Mais y a pas y a pas d'âge en fait. C'est la vie en fait. Ça fait partie de la vie. Et c'est pour ça que pour moi, c'est super important que les enfants en parlent. Et en fait, dans cette question-là, si on dit on enlève l'insouciance à un enfant, quand on lui parle d'argent, c'est que dans sa tête, on se dit l'argent, c'est mal. Du coup, on va lui parler de quelque chose qui est pas super. Alors qu'en fait, l'argent, c'est trop fun, c'est trop bien, c'est ce qui nous permet de faire plein de choses dans la vie. Et donc, du coup, ça lui permet de parler d'argent et le rendre fun. C'est comme un jeu. Donc, ça leur permet d'avoir de bons souvenirs avec l'argent et de bien démarrer. Si on commence déjà à le faire comme un sujet tabou, et en n'en parlant pas, c'est là qu'on démarre peut-être un petit peu mal. Et du coup, c'est à ce moment-là, enfin, comment dire, avant du coup de se dire par rapport aux enfants comment gérer l'argent avec mes enfants, c'est de se dire du coup moi quelles sont mes croyances envers l'argent. Si je me dis parler d'argent à mon enfant, c'est lui enlever son insouciance, c'est que moi j'ai des choses à régler par rapport à mes croyances sur l'argent. Je me dis l'argent c'est mal, l'argent c'est pas fun, l'argent c'est embêtant, j'ai pas envie d'embêter mes enfants avec l'argent, etc. Je ne juge pas, hein. C'est juste, voilà. Moi, j'avais les mêmes croyances, hein. Pour moi, l'argent, ça faisait peur, tout ça, il ne fallait pas en parler, il fallait faire l'autruche, etc. Donc, voilà. Donc, première chose, ça serait d'aller déconstruire toutes les choses négatives qu'on pense sur l'argent, soi-même. Et peut-être, si la personne est en couple, d'en parler beaucoup en couple. Pour toi, ça veut dire quoi l'argent? C'est quoi tes premiers souvenirs avec l'argent, etc. Et de se dire après, ben, ok, maintenant je suis ok avec l'argent, je trouve ça cool, ça va me permettre de faire plein de choses dans ma vie, donc maintenant on peut en parler à notre enfant. Voilà. Donc tu penses si par exemple, étant enfant, on a eu, comme tu dis, des mauvaises idées de l'argent, est-ce que dans notre vie d'adulte, ça pourrait être une sorte de... On pourrait en fait créer une sorte de situation qui fait que l'argent nous fuit. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui. En plus, c'est très répandu, entre guillemets, en France, parce que en France, on a un pays de tradition, enfin, je veux dire, de culture chrétienne. On est voilà, la France a été un pays chrétien, etc. Et du coup, dans la religion, avoir de l'argent, c'est mal. Entre guillemets, les riches sont les méchants, etc. Donc, même si on veut tous de l'argent dans notre vie, même si on aimerait tous gagner au loto, même si voilà, on ne peut pas s'empêcher de se dire inconsciemment, bah, avoir de l'argent, en fait, c'est pas bien. Parce qu'il y a ça, il y a la culture qui est très ancrée en France, il y a ce que nos parents nous disent, il y a les personnes autour de nous, etc. Et donc, même si on veut de l'argent, même si on dit qu'on veut de l'argent, inconsciemment, dans notre vie, on va faire des choix qui vont nous en éloigner un peu. Et en fait, ça revient avec une autre question que j'ai eue d'une personne qui me disait comment ne pas mettre l'argent en position de roi. C'est ça, parce que c'est la grosse question, c'est vrai, de nos jours. Dans quel sens? Est-ce que toi, je ne sais pas ce que la personne a voulu dire, mais je pense que peut-être que de nos jours, comme tu disais tout à l'heure, les gens qui sont riches, c'est les méchants. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de... Moi-même, d'avoir lu le livre que tu avais conseillé, Having, ça m'a changé beaucoup de choses dans ma façon de voir les personnes qui étaient riches. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire ils sont riches, donc ils ont dû faire des magouilles pour être riches. Et alors, c'est vrai que quand on est enfant et qu'on est entouré de cette éducation-là, comme c'est vrai, on voit beaucoup d'écologie maintenant, il y a beaucoup d'écologie, mais il y a aussi beaucoup de groupes qui sont contre les personnes qui sont riches. Et c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi? Je veux dire. Je crois que Brigitte voulait... Non, je disais que, bon, après, ça, c'est des avis un peu personnels ou
les personnes qui sont contre les riches, bon, c'est quelque chose que peut-être justement est plutôt personnel. Mais moi, quand elle parlait du côté chrétien, je trouvais aussi que c'est surtout les pays qui viennent de tradition catholique plus, parce qu'on a bon, dans le protestantisme, il y a plus cette valorisation, je trouve, de l'argent. Par exemple, dans les pays comme les États-Unis, tout ça, bon, c'est vrai, dans les pays anglophones, ils sont beaucoup plus ouverts à justement devenir, je dis pas riches, mais dans le bon sens. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est tradition catholique, il n'y a rien à voir contre la religion catholique, mais on a eu cette culture d'humilité, de pauvreté. Tu vois, être pauvre, c'est aussi, bien sûr, une forme de richesse, mais enfin, on n'a pas encouragé les personnes avec l'argent. Ça, c'est un point. Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres questions qui avaient été posées aussi. Tu as vu là avec alors, voilà, donc il y a, bon, il y a plein de questions là pendant qu'on parlait. Oui, voilà. Et si Domila veut la poser elle-même, d'ailleurs. Domila, Oui, Domila, oui. Oui. Vas-y, Domila, si tu veux poser ta question. Ah oui, voilà, Domila. Si tu veux la poser toi-même, peut-être. On m'entend là, c'est bon? Oui. On t'entend pas très bien, mais on t'entend. Oui, je voulais juste savoir par rapport aux dons. Il est marqué, est-ce que les dons, c'est dons pour des associations, dons pour sa propre famille, dans quel sens? Parce que j'ai vu que plus tard, il était marqué, j'aide ma famille pour différents projets. Est-ce que ça revient à mettre de l'argent pour sa famille ou... Alors, en fait, ce qui était marqué en fait sur le tableau, c'est j'aide ma famille à faire ça, c'est les tâches en fait, voilà, de quoi je suis fière, tout ça. Mais voilà, après les dons, c'est vraiment l'enfant qui va se dire moi j'ai envie de donner pour ça, j'ai envie de donner pour ça. C'est vraiment son choix. Bon, après, bien évidemment, les parents, grands-parents, voilà, ont leur mot à dire, hein, mais peu importe. C'est une base et puis chacun la prend comme il veut, quoi. Donc, s'il y a un domaine qui lui plaît plus que d'autres, les portes sont ouvertes, quoi. Il ne peut pas donner vraiment pour des associations. C'est pas, je peux donner à mon frère, à ma soeur. Ah, bon, ça peut être vu comme du caritatif s'il veut, mais c'est plus le don associatif, hein, donner pour des causes, voilà. Après, mais ça justement, c'est ça, je trouve toute la beauté de la technique, c'est que s'il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en place, ça peut être sympa aussi. Ça peut être sympa. Mais aussi, l'enfant, il peut par exemple garder de l'argent pour offrir un cadeau à sa maman pour son anniversaire. Voilà, ça c'est dans les économies. Oui, ah oui. Ah, ça, c'est dans les économies. Tu le places dans les économies. Oui, voilà, c'est en fait tout ce qui est dans Fun, c'est des choses qu'il va dépenser dans la semaine en fait. Comme il a sa paye toutes les semaines, il va voilà, c'est de l'argent qu'il a pour dépenser. Voilà. Il veut s'acheter des bonbons, s'il veut s'acheter peu importe. Et après, du coup, économie, c'est des choses dont il a besoin de rassembler beaucoup plus d'argent pour pouvoir acheter. D'accord. Donc, par exemple, acheter un cadeau pour l'anniversaire, c'est pas dans le don, c'est dans l'économie. Le don, c'est plus caritatif, c'est plus pour les ONG, les choses comme ça. C'est ça que voilà. Voilà, c'est comme c'est fait, mais après, vous n'avez pas de limite à changer les règles. En fait, tant que c'est décidé avec toute la famille, que tout le monde est d'accord et que c'est la même chose pour tout le monde, il n'y a aucun souci. L'objectif, c'est vraiment de faire réfléchir aux enfants, de se dire, il faut que je garde, il faut que, voilà, qu'il ait la réflexion de compartimenter, de répartir ses dépenses. En fait, tout ça, l'objectif, c'est à la fin pour dépenser moins que ce qu'il gagne. Parce que dans tous les cas, s'il met dans les pots de confiture, il dépensera dans tous les cas moins que ce qu'il gagne. Et c'est pour adapter ça en étant adulte. Ok. Je vois que Noélie a posé une question. Est-ce que l'idéal ne serait pas d'apprendre à l'enfant le juste milieu relatif à l'argent, pour revenir à la question précédente liée à l'insouciance? Oui, je suis bien d'accord. Et en fait, justement, pour moi, cette méthode-là, ça permet vraiment d'apprendre le juste milieu, en fait, de savoir se réguler, de savoir s'organiser,
de pas tout dépenser d'un coup et après plus rien avoir. Du coup, de se dire, ah bah, je suis en manque d'argent et que quand on a encore l'argent après, bah, on va tout dépenser parce qu'on a, voilà, c'est histoire de répartir tranquillement en fait l'argent sur la durée. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question? Noélie, est-ce que la question a été répondue? Ok. Alors, j'ai une autre question. Faut-il associer l'argent aux résultats scolaires? Alors, ce n'est que mon avis personnel, je dirais que non. Parce que pour moi, les résultats scolaires, ça ne représente pas que ce soit l'intelligence ou quoi que ce soit de l'enfant, parce qu'il y a des enfants, ça c'est vraiment mon expérience personnelle. Vous avez des enfants qui sont très haut potentiel, mais qui ne conviennent pas du tout au système scolaire classique. Vous avez des enfants qui sont très bien dans le système scolaire et qui sont à l'aise, donc ils vont avoir des bonnes notes. Après, je dirais plus, c'est l'implication, le fait de vouloir. Mais il y a des enfants, c'est tellement compliqué pour eux, le système scolaire. Enfin, moi, je veux dire, pour mes enfants, je ne le baserai pas là-dessus. Parce que je me dis qu'il y a tellement de choses qui peuvent entrer en compte que du coup, je ne le ferai pas. Si on se base sur les tâches, tout le monde est à la même enseigne à la maison. Il n'y a pas de question de... Enfin, je veux dire, pour ranger sa chambre, chaque enfant peut le faire. Sauf si, voilà, c'est des enfants en particularité, mais tout le monde peut le faire. Donc, pour moi, c'est vraiment la meilleure base. Ah oui, donc je suis en train de regarder le commentaire de Noélie. Oui, je suis bien d'accord. J'aurais voulu apporter un petit témoignage. Il y a Sylvie qui voudrait apporter un petit témoignage de son expérience. Merci Sylvie. Oui, je voulais juste dire, oui, c'est dommage que j'ai pas eu toute la méthode avant, mais moi j'avais commencé avec mes enfants quand ils étaient assez jeunes, hein, enfin 5 ans, 6 ans, 7 ans comme ça, où ils recevaient 1 franc par année d'âge. Et bon, les francs, c'était plus facile, c'était moins que les euros. Et je me demande, je sais plus maintenant si c'était par mois même. Ils avaient peut-être 5 francs par mois, quoi. Enfin, c'était pas des grosses sommes. Mais en tout cas, comme j'ai 4 enfants, cette méthode, ça permettait d'accepter, mais alors sans aucun problème, la différence. Il n'y a jamais eu de jalousie. Pourquoi lui reçoit plus que elle ou moins, c'était normal, quoi. Donc, je pense que ça, c'est aussi, par rapport à cette méthode, c'est aussi bien, oui, d'avoir des différences parce qu'après, chacun a des métiers différents où on ne reçoit pas la même chose, etc. Et alors, l'expérience que moi, j'ai eue avec mes enfants, mais là, c'est lié au caractère de l'enfant parce que je les laissais libres de faire ce qu'ils voulaient avec leur argent. J'ai un fils, quand c'est le plus jeune, bon, il y avait des kermesses d'école au mois de juin, et il trouvait des petites babioles à acheter, et il achetait les cadeaux d'anniversaire pour ses sœurs qui sont toutes les deux nées au mois de novembre. Donc lui, c'était vraiment, ah oui, ça fera plaisir, il achetait, il cachait sous son lit, enfin, il savait bien comme ça. Et j'ai une fille, par contre, elle, la veille de la fête des mères, c'était qu'est-ce que je vais offrir à maman? Et elle prenait tout son argent, elle achetait un énorme bouquet, très beau, bouquet de fleurs, qui 8 jours après était mort. Et puis elle avait mis tout son argent dedans, quoi. Hein. Ça pouvait être 40 francs ou 40, alors que ça, elle avait presque, c'était l'argent d'un an. Alors, c'était d'un seul coup. À la fois, je la trouvais très généreuse parce que je pensais c'est beau de pouvoir être généreux, de pouvoir tout donner à quelqu'un, c'est beau. Donc, je ne voulais pas non plus la reprendre. Mais à la fois, j'avais mon fils qui, lui, c'était petite fourmi, il prévoyait bien son coup d'avance, bien avant Noël ou les anniversaires, il avait des cadeaux pour tout le monde. Bon, alors, peut-être que cette méthode, si j'avais pu leur expliquer, enfin, aider chacun, ça aurait été bien. Mais bon, je voulais partager ce que moi, j'ai vécu aussi, le fait c'était 1 franc par année d'âge, que c'était une très bonne méthode, ça, déjà. Quoi. Voilà, j'ai juste partagé c'est super ça. intéressant. Ah, c'est vraiment intéressant de voir justement comme sont
différents, en fait, les enfants. Il y a des personnes qui vont être vraiment fourmis, des personnes qui vont être très généreuses, mais du coup, qui vont être à court après, quoi. Oui, Justement, ça permet de réguler, du coup. oui, c'est ça qui est, enfin, justement, c'est très bien. C'était vraiment intéressant, Sylvie. C'est vrai que cette histoire de donner, d'augmenter à chaque anniversaire, et c'est vrai que comme chaque enfant, il y en a un qui est bien plus âgé que l'autre, et tout, ça aide un petit peu, comme tu dis, à ne pas avoir de jalousie. Je n'ai pas pensé à ça, en fait. Hein, c'était... Merci beaucoup, Sylvie. Alors, je vois que... alors, je vois qu'il y a il y a des réactions. Noélie qui dit moi, par contre, j'associe les cadeaux aux résultats scolaires. Pour le moment, ça marche bien. Elle donne des cadeaux. Après, on a Evie qui dit qu'elle a dû s'absenter et elle demandait si, Laura, tu avais parlé de grands-parents et le fait de donner de l'argent de poche aux petits-enfants et comment? Écoutez, je pense que ça peut être une bonne méthode pour justement que les grands-parents soient impliqués avec leurs enfants. Si c'est quelque chose qu'ils souhaitent faire. Après, je pense que c'est un système qui est à mettre en accord avec les parents, voir comment. Parce que ça serait bizarre qu'ils aient un double salaire. Après, s'ils veulent faire double tâche, pourquoi pas, hein. Du coup, on valorise le travail. Mais voilà, ça peut être quelque chose que les grands-parents peuvent mettre en place si les parents n'ont pas forcément le temps et qu'ils trouvent ça sympa que ce soit les grands-parents qui fassent. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Après, il faut juste se mettre d'accord avec les parents, voir qui fait quoi, et puis c'est faisable par tout le monde, quoi. Mais aussi, je me souviens, Laura, que dans la méthode, ils ne parlaient pas que pour les grosses sommes, ils le mettaient, ils ouvraient un compte, non? Ou j'ai mal compris. Dans la méthode des 3 pots de confiture. Oui. Et que, par exemple, la somme que les grands-parents donnaient, ça pouvait aller sur ce compte. Oui, en fait, il avait donné l'exemple de, par exemple, les cadeaux de Noël. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça va dans les pots de confiture? Est-ce que ça va ailleurs? Tout ça. Ça peut être discuté avec les enfants, si eux, ils veulent le répartir comme ils font d'habitude, ou si ils veulent, du coup, avoir de l'argent de côté en plus. Et donc ça peut être, du coup, typiquement un livret que vous allez ouvrir rattaché à votre compte courant, parce qu'en France, on ne peut pas ouvrir un livret sans compte courant. Donc, du coup, vous avez un compte courant, vous ouvrez un livret, peu importe, hein, y a le choix, et vous ouvrez un livret, et à ce moment-là, vous mettez l'argent, du coup, sur ce livret-là, et puis pour que l'enfant puisse commencer à ramasser un peu, encore plus d'argent. C'est bien. Alors, j'ai encore une autre question sur les pots de confiture. Qui est-ce qui garde les pots de confiture? Et si l'enfant garde les pots de confiture chez lui, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'en cachette, il ne va pas prendre ce qu'il y a dans les autres pots pour le mettre dans le pot pour dépenser? Oui, alors je comprends tout à fait la question. Alors après, il y a 2 choses que vous pouvez faire. Soit d'un côté, vous dites les pots de confiture, surtout s'ils sont plusieurs, parce que des fois, ils peuvent être malins, les chercher chez le frère ou la sœur, ni vu ni connu. Donc soit vous décidez de prendre, vous, les pots de confiture, de les mettre quelque part en lieu sûr, et que quand c'est le repas de la semaine ou le jour de paye, entre guillemets, vous sortez les pots de confiture et là, tout le monde répartit, tout le monde peut voir ce qu'il a, etc. Soit vous dites à votre enfant, c'est toi qui as la responsabilité, mais dans tous les cas, l'argent, s'il l'utilise en douce, dans tous les cas, après, il n'en aura plus pour le reste. Et c'est justement ça qui est bien dans cette expérience-là, c'est qu'il va apprendre en fait de lui-même. Parce que s'il dépense tout, c'est comme s'il allait décider de mettre de mettre 99% de ce qu'il gagne dans le fun et de mettre juste un tout petit peu dans le reste. Il va tout dépenser et puis après, quand lui, il voudra s'acheter un super truc, mais pour lequel il a besoin d'économiser, il va se dire, j'ai pas d'argent. Et là, c'est là que vous pourrez lui dire, c'est pour ça qu'il faut que tu gardes de l'argent dans les économies. Donc, c'est pas grave, je pense, s'ils vont piocher dedans, s'ils trichent un peu. Dans tous les cas, ils ont de l'argent. C'est à eux de le répartir. Vaut mieux qu'ils se trompent avec 6 euros, vaut mieux qu'ils fassent des erreurs avec quelques euros,
que plus tard, ils fassent cette expérience-là du premier coup avec des crédits à 60 000 euros, par exemple. Donc, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que voilà, qu'ils testent. Donc, après, c'est à vous de voir comment vous préférez faire. Ouais, ça, c'est une bonne réponse. Enfin, c'est une question de confiance aussi, hein, de faire confiance. Oui, hein. voilà. C'est ça. Je pense qu'après, ça se construit au fur et à mesure. Et puis, eux, ils comprennent que dans tous les cas, c'est leur argent et qu'il faut qu'ils le répartissent. Et puis, il n'y a pas de piège, en fait. C'est bien. Même, je pense que cette méthode peut être utilisée même avec une petite somme d'argent, parce que je pense, par exemple, dans les familles, dans des pays qui sont en voie de développement, ce n'est pas forcément facile et aussi le système des pots de confiture, quand il n'y a pas de clé aux portes ou de choses comme ça, ce n'est pas forcément facile. Il faudrait trouver d'autres moyens. Oui. Tu veux poser une question, Nicole? Oui, je donnais un peu mon point de vue et ma petite expérience. Vas-y, Nicole. Tu as entendu? Oui, on t'entend, on t'écoute. D'accord. Donc, je disais, la méthode, elle est intéressante. Évidemment, je vais y adhérer. Mais il y a un autre aspect qui est aussi culturel. Par exemple, moi, je vis en France. Je suis avec ma fille, que je lui donne de l'argent pour des tâches ménagères, pour qu'elle apprenne à épargner. C'est la bienvenue dans le contexte dans lequel nous vivons. Mais si, par exemple, j'ai un parent qui est en visite chez moi et qui me voit le faire, va mal l'interpréter. Donc, c'est un aspect culturel qui marcherait bien ici. Ça me revient en tête lorsque tu as parlé des pays moins développés, des pays dans lesquels souvent les services de l'enfant ne doivent pas être rémunérés, c'est mal vu. Alors que par rapport à cet exemple, c'est une manière de les préparer à mieux gérer le peu dont ils disposent. Oui. Bon, moi, par exemple, avec ma fille, je donnais 10 € chaque fin du mois. Et quand je donnais 10 €, je demandais combien il restait le mois suivant, elle n'en avait plus. Par rapport à cette méthode, je me dis, je vais reprendre parce que je lui donnais 10 €. Il n'y a que cette année que j'ai vu vraiment, bon, il y a l'âge aussi qui joue peut-être, elle est un peu plus grande, il n'y a que cette année où j'ai vu qu'elle a vraiment fait l'effort, elle a serré pour pouvoir m'acheter un cadeau de fin d'année. Mais les autres fois, vraiment, elle a 10 €, c'est terminé le mois suivant, je lui demande, elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, moi, je t'ai mangé des gâteaux chez Paul. Je dis, tu vois pas que chez Paul, c'est un peu cher? En plus, elle a du goût, elle a de la qualité et elle ne veut pas faire l'effort. Donc, avec cette méthode, je vais reprendre. Et le fait qu'elle sache qu'elle a un compte, depuis que je ne donne plus ces 10 € régulièrement, le fait qu'elle sache qu'elle a un compte, c'est comme si ça l'a apaisée. Elle s'en fiche que je lui en donne ou pas parce qu'elle sait qu'il y a un compte où je mets de l'argent. Mais je voudrais quand même revenir à ce système parce qu'il se peut qu'un jour, je ne sois pas là, qu'elle soit avec une tata, mais si elle a su bien garder, elle aura quelque chose. Donc, je vais relancer. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Merci beaucoup. C'est super. Mais, oui, pardon. On arrive. Je voulais dire, oui, pardon. Non, vas-y, Laura. Non, je voulais dire, c'est super intéressant l'aspect culturel et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment adapté en fonction de... Il y a tellement de choses, l'environnement, tout ça, et ça, un aspect culturel comme ça, c'est quelque chose auquel... Enfin, on peut dire, oui, on ne devrait pas avoir à donner de l'argent à nos enfants pour faire des tâches ménagères, mais voilà, c'est une bonne méthode, c'est une méthode qui fonctionne, mais c'est intéressant de voir que voilà, il peut y avoir des freins à plusieurs endroits voilà, pour plusieurs choses, quoi. Mais ouais, c'est intéressant. Ouais, en fait, ça rejoint un petit peu une question, mais en fait, tu y as bien répondu. Quelqu'un qui me demandait si on monnaie, comment on enseigne l'altruisme chez les enfants. Mais je crois que le pot de confiture don, je trouve que ça, c'est vraiment... d'une certaine manière aussi, tu avais fait un podcast sur le don qui était très, très intéressant. Parce que c'est vrai qu'on peut donner à tout le monde et après, on n'a plus rien.
Et finalement, ce n'est pas efficace, tandis que si on se concentre sur un ou deux sujets et qu'on dit, bon voilà, je vais donner pour ça, eh bien en fait, c'est beaucoup plus efficace dans ce qu'on fait. Et je pense que pour revenir à ce que Nicole disait par rapport Noélie, pardon, par rapport aux pays en voie de développement, peut-être que si l'enfant il n'a aucune notion de l'argent quand il est petit, après c'est certainement beaucoup plus dur pour lui, surtout dans un pays où on galère un peu plus, de développer des business ou des trucs comme ça peut-être. Hein, je ne sais pas comment. Je ne sais pas si de Leila, elle est toujours là, de Leila? Oui. I'm here. Ok. Est-ce que t'arrives à parler en français? Un peu. It's very interesting. Merci. I think we have to study avec la famille. Peut-être discuter après avec la famille comment pratiquer cette formule, cette méthode. Est-ce que tu penses que c'est une méthode qui serait difficile pour le Sénégal, pour les familles au Sénégal ou... Peut-être pour les familles il y a un problème de l'argent, peut-être c'est difficile, mais peut-être pour les familles il y en a un peu de l'argent, c'est possible. Mais par exemple, les familles il y a des problèmes pour manger, n'est pas vraiment de l'argent pour donner les enfants, c'est très difficile. Mais peut-être pour les familles il y en a un moyen un peu, c'est possible. Oui. Bénédicte, on va arriver vers la fin de notre... Ok, d'accord. Bon, moi, j'avais d'autres questions, mais elles ont déjà été répondues par Laura. Laura, est-ce que il y a une dernière chose que tu voudrais nous dire? Alors, moi, juste avant de partir, alors, j'ai un écho à quelqu'un. Je pense que c'est Noélie. Peut-être que tout le monde devrait fermer ses micros. Tout le monde peut fermer son micro. Est-ce que oui, alors oui, c'était juste avant de partir. Oula, je pense que j'ai un écho et il me semble que c'est Noélie, son micro n'est pas encore coupé. Ah, super. Oui, juste avant de partir, je voulais juste vous demander si vous étiez d'accord pour que je fasse une photo pour Instagram. Je vous mettrai sur Instagram. Après, si les personnes ne veulent pas être dessus, ouais. Je vais faire rapidement. Si les Merci beaucoup. Attends, les autres peuvent ouvrir, si elles peuvent, leur caméra. C'est ça. Oui, si tout le monde peut ouvrir sa caméra. La caméra, c'est mieux. Voilà. Ah, super. Ouais, super. On peut refaire une photo si tout le monde a ouvert sa caméra. Une aussi. Ok. Merci beaucoup, c'est super. Comme ça, je le mettrai sur Instagram. Brigitte, je te laisse terminer, dire le dernier mot. En tout cas, je voulais remercier du fond du cœur Laura, Madame Fauché. Quand même. Avec plaisir, c'était un plaisir. Je trouve que c'était très bien exposé. Et puis aussi, oui, voilà, on va tous applaudir. Je pense que c'est bien sur Internet. Bah, bravo à vous. Je pense qu'il faut aider nos enfants, ou même déjà nous-mêmes, à nous familiariser avec l'argent, à ne pas mettre l'argent comme si c'était un aspect négatif. Enfin, je veux dire, déconnecter l'argent de l'aspect négatif et de vraiment... je pense que, comme tu disais, ce serait intéressant aussi à l'école de pouvoir en parler sans tabou, mais bien sûr de façon responsable et positive et constructive. Je pense que ça serait beaucoup mieux. Puis je pense que ça dépend aussi de la motivation de ce qu'on fait avec l'argent, hein, c'est comme tout, du caractère aussi de la personne, comment elle évolue et tout ça.
En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui sont venus. Il faut dire aussi, Brigitte, qu'on peut bonjour, trouver Binta. Laura sur Spotify, sur Ah oui. Instagram. D'accord, c'est vrai, vous pouvez la suivre, hein, c'est ça sur… Oui, sur Instagram, je partage beaucoup d'astuces, voilà, de conseils, des choses pour simples, des choses simples à appliquer, des choses pratiques. Ça, c'est bien. Pour améliorer voilà, sa situation financière. Donc, c'est Madame Fauché. C'est Madame Fauché tout attaché. D'accord, c'est toujours Madame dans le chat. C'est ça, Madame Fauché de partout. Bon, mais merci beaucoup, Laura. Alors, la prochaine fois, on a une autre session sur de l'Académie pour la paix au féminin. Donc, ce sera une fois par mois. Hein. Et là, la prochaine fois, j'ai pensé qu'on pourrait parler de l'environnement. Ça, c'est aussi un point important. Plus sur le côté pratique de l'environnement dans le quotidien. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci, hein, Laura. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me demander par message sur Instagram. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ah, je vois tout le monde. À bientôt. Écoutez tous les podcasts. C'est intéressant. C'est gentil. Merci. Hein. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye bye, Delela. Merci, Delela.